Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Question pour vous, le foot, c'était mieux avant ou pas? Oui? Non? Donnez-moi votre avis. Alors évidemment, avant, ça veut tout et rien dire. Vous pouvez par exemple indiquer à quelle période vous faites référence. À travers cette vidéo, je vais pour ma part vous donner 10 points que je préfère dans le football du passé, de mon enfance, de mon adolescence. Quand je dis passé, je pars des années 90 et je m'arrête grosso modo au milieu des années 2000, je dirais juste avant l'ère CR7 Messi. En plus de votre avis, j'aimerais savoir quel est l'élément parmi les 10 que je vais citer qui vous manque le plus. D'ailleurs, j'en ai sûrement oublié, donc n'hésitez pas à compléter la liste. J'essayerai la semaine prochaine de vous proposer une vidéo sur les 10 points que je préfère dans le foot d'aujourd'hui, ou plutôt les 10 points qui rendent théoriquement le football d'aujourd'hui meilleur que celui d'avant. Alors, évidemment, je ne serai pas du tout objectif. Mon cœur penche, et je ne vais pas vous mentir, très clairement vers le football du passé. Mais comme d'habitude, je ferai mon maximum pour être le plus honnête possible. J'espère que vous êtes prêts les dofs. Allez, c'est parti! J'ai donc parlé d'honnêteté en fin d'introduction et mon premier point va en découler. Le football, c'était mieux avant parce que j'étais enfant, innocent. Je n'avais pas vécu grand-chose. Le football de mon enfance était donc forcément plus beau que celui d'aujourd'hui. Adulte, j'ai grandi, aimé, j'ai été déçu, révolté, blasé, blessé. Et puis, j'ai découvert qu'il y a tant d'autres plaisirs. Il y a tellement de choses à mes yeux et dans mon cœur plus importants qu'un match de foot. Point numéro 2, le profil des joueurs. Avant, un peu comme au rugby, chaque morphologie trouvait sa place dans une équipe. C'était beaucoup moins formaté qu'aujourd'hui où seuls les athlètes musclés peuvent exister. Chacun pouvait briller par des qualités différentes, ce qui rendait le football varié et plaisant. En fonction de son style, en tant que jeune, on pouvait vraiment s'identifier aux joueurs qui nous ressemblaient ou plutôt à celui à qui on voulait ressembler. Numéro 10, renard des surfaces né en position de hors-jeu. Grand numéro 9 très lent, milieu latéral classique, véritable ailier, récupérateur à l'ancienne, libéraux. Chacun avait sa place, chacun était légitime, chacun avait son moment de gloire. Une multitude de postes, une multitude de profils qui rendaient le football si beau et chaque joueur si singulier. Pour comprendre le jeu, il fallait étudier tous les types de profils différents. Aujourd'hui, force est de constater que la majorité des joueurs se ressemblent en fonction de leur poste. On a parlé des profils, venons-en au charisme, aux grandes gueules, aux leaders. Ah, qu'est-ce que ça me manque. Roy Keane, Effenberg, Gerrard, Davids, Seedorf, Gattuso, Simeone, Totti, Riquelme, Redondo, Aymar, Blanco, Hernandez, Nakata, Del Piero, Baggio, Batistuta, Rivaldo, Ronaldo, Cafu et tant d'autres. Des personnalités fortes, charismatiques, des papas, des tontons, des légendes du foot, pas uniquement par leur performance, mais par ce qu'ils dégageaient. Gueule, allure, élégance, singularité, capitaine, autorité, honneur, courage, sacrifice, style, agressivité, brutalité parfois. Ils sont devenus si rares. Dans mon enfance, Olivier Tom le représentait si bien. Le fameux duel entre les numéros 10, entre les meneurs de jeu. Mamma mia, j'en ai des frissons. Ils se croisaient peu, mais lorsque c'était le cas, on retenait son souffle. Qui allait éliminer qui? Qui allait prendre l'avantage psychologique? Lequel des deux numéros 10 était le plus fort techniquement? Bon ou pas, à vous de juger. Il y avait une véritable hiérarchie dans l'équipe. Les 10 étaient les maîtres, les chefs d'orchestre. Leur disparition quasi totale m'a fait de la peine. Ils me manquent beaucoup car ils étaient au cœur du jeu. Ils imprégnaient leur style à toute l'équipe. Ils sublimaient leurs coéquipiers. C'était des êtres nés pour créer, nés pour magnifier et non pas pour marquer, non pas pour des statistiques, des chiffres. Le football, l'amour du jeu à l'état pur.
D'ailleurs, le foot, c'était mieux avant parce qu'il y avait beaucoup plus de concurrence dans les championnats. Et je pense directement à ma belle et très chère Serie A des années 90-2000. Un championnat équilibré, quasiment que des grosses équipes, avec chacune leur 10, leur star. Juve, Inter, Milan, Fiorentina, Lazio, Roma, Parma, Bologne. Au cours de la dernière décennie, entre 2010 et 2020, seul l'Inter, le Milan et la Juve, 8 fois d'affilée, ont remporté le Scudetto. Entre 1990 et 2000, le Napoli, la Sampdoria, le Milan, la Juve, la Lazio, 5 équipes différentes ont été sacrées. Entre 2000 et 2010, on en compte 4, dont celui de la Roma. Et puis même, au-delà des titres, tout le monde pouvait vraiment battre tout le monde sur un match. Et ça, c'était de la bombe. Et puis honnêtement, en Angleterre, on me parle de Liverpool-Manchester City, mais quelle saveur! La rivalité n'est rien comparé au Manchester United-Arsenal, Ferguson contre Wenger, sans même parler du Chelsea de José Mourinho. 3 équipes aux 3 styles différents. Franchement, je trouve qu'il y avait plus de suspense. D'ailleurs, le foot c'était mieux avant parce que chaque pays avait une manière différente de concevoir, de jouer au football. C'était d'une richesse extraordinaire. On trouvait toujours des contre-exemples, mais c'était vraiment plaisant. On avait des oppositions de style en permanence, des réputations établies en fonction de l'équipe. La défense italienne, l'attaque brésilienne, le jeu direct anglais, la rationalité française, la régularité allemande, l'élégance néerlandaise. Le football n'était pas uniformisé comme aujourd'hui. Je fantasme, j'exagère peut-être, mais on retrouvait une part d'histoire, une part de culture dans la manière de pratiquer le football en fonction du pays. Aujourd'hui, à part peut-être la Belgique et l'Allemagne, l'Espagne, ça se perd peu à peu. On ne ressent aucune réelle identité de jeu. Toutes les équipes européennes se ressemblent, quel que soit le niveau ou le championnat. D'ailleurs, en parlant de la Belgique et l'Allemagne, je peux dire qu'elles pratiquent un beau football, mais est-ce que dans leur jeu, on retrouve réellement de la culture, du moins la culture du pays, la patte du pays, comme c'était le cas avant? Je ne pense pas. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est juste une observation. On doit en être au 6e point, et celui-là me tient particulièrement à cœur. On va parler du statut de la Coupe du Monde. Avant, la Coupe du Monde était au-dessus de tout. C'était le plus haut niveau, la plus grosse tension. Pour devenir le meilleur joueur du monde, tu devais gagner avec ta sélection. Dans ton palmarès devait figurer la couronne mondiale. La Ligue des Champions, c'était beau, mais pas de blague. Les grands se donnaient rendez-vous avec leur pays pour des rencontres épiques à l'atmosphère irrespirable. Aujourd'hui, le niveau des clubs, le prestige de la C1 est presque équivalent, voire supérieur aux compétitions internationales. Il y a tellement de matchs, les joueurs sont tellement cramés, les enjeux financiers avec les clubs tellement importants qu'on ne les voit quasiment jamais au plus haut niveau avec leur pays. D'ailleurs, je trouvais les compétitions du passé beaucoup plus prestigieuses. Totalement subjectif, totalement nostalgique, totalement basé sur du feeling. Mais la Coupe de l'UEFA, ça avait tellement plus de charme que cette Europa League qui m'apparaît comme une pâle copie de la C1. Une coupe des vainqueurs de coupe qui, comme son nom l'indique, réunissait les vainqueurs des coupes de chaque pays. Qu'on se le dise, c'était trop sexy. Même si les sommes étaient déjà très élevées, on n'était pas au montant faramineux, inimaginable qu'on peut voir aujourd'hui. Pas de clause à 300 millions d'euros, beaucoup moins de bras de fer, pas de multiples intermédiaires, pas 10 agents pour un seul joueur. Je l'ai déjà dit plus haut, mais plus d'équité. Un Lens champion de France, un Auxerre en Coupe d'Europe, plus de surprises quoi. Enfin mon dernier point qui expliquera en partie ma subjectivité. Il y avait tellement moins de foot à la télé. On appréciait chaque match comme un bon restaurant, comme un bon plat. Un coming next pour nous donner les premiers frissons. Un avant-match pour faire monter la sauce. Regarder le football, c'était rare. Tu espérais parfois que Canal+ oublie de brouiller son signal. Tu avais parfois la première minute avant que tout se brouille. Tu tentais de regarder pendant 2 minutes avant de lâcher l'affaire. Donc pour un match en clair, impossible d'arriver en retard. Et il n'y avait pas de replay, pas de rediffusion. D'ailleurs, si tu ne connaissais pas tous les joueurs, tu lisais les descriptions.
Tu écoutais les récits romancés, exagérés de tes grands frères. Tu savais que Baggio, Romario et d'autres étaient de grands joueurs. D'ailleurs, tu pouvais les raconter, sans même les avoir vus sur le terrain. Téléfoot, c'était des frissons, le rendez-vous à ne pas manquer, la messe du football. Pour les non-possesseurs de Canal+, dont je faisais partie, le football était si précieux qu'il était comme le mets le plus savoureux. C'en est tout pour cette vidéo les dofs. Je vous avoue que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le vieux con, mais de temps en temps ça fait du bien. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Insta, Dof de Foot, Twitter, Flav Bory et Facebook, Dof de Foot. D'ailleurs sur Instagram, je vais pas tarder à faire des petits lives où vous pourrez me présenter votre club, on pourra parler rapidement, vous pourriez par exemple m'expliquer ce qui vous a le plus marqué, quel est votre joueur préféré, etc. J'aimerais bien créer une petite interaction comme ça avec vous, donc suivez-moi si vous le voulez. J'ai lancé dans l'onglet communauté des questions pour la FAQ, vous pouvez en poser en bas sur le football ou autre chose. Je suis relativement ouvert, même si évidemment il y a des sujets qui restent privés et des thèmes que je vais garder pour moi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Ciao!